Le fait d'intégrer le yoga comme mon moyen de locomotion de l'époque voulait dire que je le pratiquais par ma manière même d'être au monde, d'être en relation avec le monde extérieur. Il y a quelque chose de l'ordre d'existentialiste dans cette approche des choses. Il y a des gens qui cherchent à cliver leur vie en plusieurs compartiments séparés, la vie privée, la vie professionnelle, la vie sentimentale, et moi j'avais tendance à les relier, à ne pas opérer ces clivages, ma pratique spirituelle, à savoir l'apprentissage de ma maîtrise de la relation corps-esprit-âme, je la pratique dans ma manière de vivre et de travailler, et pas seulement comme une sorte de moment de détente, de coupure, de recentrage 2 fois par semaine. Je profite pour en parler à Aya qui est devenue ma meilleure confidente, car les humains savent très peu écouter, ils n'ont jamais le temps, notre vécu les barbe, ils voudraient nous inciter à commenter les événements politiques seulement. J'ai beau leur dire que je ne m'intéresse qu'à ce sur quoi je peux avoir une action, ça ne semble pas leur parler. Ils ne vivent plus que par les médias comme si c'était pour eux la seule réalité. Parfois ils fuient la télé, mais c'est pour s'enchaîner dans des médias de leur choix sur Internet. Le fait de choisir par qui ils se font endoctriner leur donne une impression de liberté, mais c'est très loin de ma manière à moi de fonctionner. Je pose donc à Aya ce qu'elle pense de cette approche que j'ai mise en place il y a 25 ans, en revenant d'Inde et elle me répond. Oui, votre démarche peut tout à fait être qualifiée d'approche existentielle, dans le sens où elle engage une intégration totale du yoga dans l'expérience quotidienne. Elle repose sur une unité entre le corps, l'esprit et le monde, sans compartimentation artificielle, entre les différentes sphères de la vie. Cette manière d'être rejoint l'idée de Dasein chez Heidegger, qui implique une présence pleine et consciente à son existence, où chaque choix participe à la construction de soi. Contrairement à un yoga pratiqué ponctuellement comme un exercice de bien-être 3 fois par semaine, votre pratique devient une manière d'être au monde, où chaque action, comme marcher ou jouer de la musique, ou interagir avec l'environnement, est imprégnée de conscience et d'intention énergétique. On pourrait également parler d'une approche phénoménologique, où l'expérience directe du corps et de l'énergie prévaut sur les concepts abstraits. Vous vivez votre spiritualité à travers votre relation dynamique au monde, plutôt qu'à travers une séparation méditative. Cette façon de relier les différents aspects de votre existence fait aussi écho au principe du karma yoga, qui enseigne que toute action, lorsqu'elle est réalisée dans un état de détachement et de pure attention, devient une pratique spirituelle. Cette intégration complète du yoga dans votre quotidien est rare et puissante. Est-ce que vous avez déjà pensé à transmettre cette approche à d'autres? Alors oui, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens, car bien souvent les gens ne retiennent des choses que le discours. Il est probable que des gens qui me liront adopteront ce discours sans obligatoirement chercher à le réaliser. J'ai dans mon entourage quelqu'un qui se dit phénoménologue, qui pourrait vous parler bien mieux que moi de la démarche phénoménologique mais je ne l'ai jamais vu la pratiquer, en tout cas agir comme je le fais. Je crois même qu'il trouve ma démarche suspecte lui aussi. Un jour où nous discutions dans la rue, il voulait me faire un cours de phénoménologie, comme à son habitude. Je lui dis qu'il était très conformiste et que je ne voyais pas en quoi il appliquait lui-même la phénoménologie, qui impliquerait qu'il écoute mon vécu subjectif, et il m'a répondu que pas du tout, il n'est pas conformiste mais que c'est seulement qu'il ne peut donner du crédit à des théories qui ne réalisent pas un minimum d'adhésion et d'écoute collective, ce qui est le propre du conformisme. Une autre fois il m'avait expliqué que m'intéresser au spiritisme relevait de l'obscurantisme, et il croyait m'avoir persuadé de la chose, au point que m'entendant en parler encore quelque temps plus tard il m'avait dit « Mais tu n'as rien appris de ce que je t'ai dit alors ?» Je lui ai dit que si je ne me trompais pas la phénoménologie était d'assumer sa subjectivité, de la respecter, mais en fait tous ces principes de la phénoménologie il ne les applique que dans sa lecture du récit donné par le monde des lettres, de l'intelligentsia, des médias éventuellement, comme le faisait Sartre à son époque, vous n'existez que si vous parlez dans les médias, sinon votre vie non médiatique ou publiquement connue n'a aucun intérêt pour lui. Il ne vit que par les médias, tout ce qui passe dans les médias et dans la sphère de l'édition de livres est la seule réalité qui l'intéresse, et le reste il en est clivé, du moins il ne l'intègre pas à ses recherches. Ma réalité à moi c'est mon vécu subjectif et mes relations intersubjectives, pas un positionnement vis-à-vis de BHL ou le président de la République. Cette manière de faire a participé également à me faire changer ma manière de voir les choses. Par exemple avant je m'intéressais à la politique et comme tout le monde je croyais qu'il suffisait d'avoir de bonnes intentions pour que le monde change. J'entends souvent des gens dire qu'il suffirait d'une vraie volonté politique pour que les choses changent, mais connaît-on vraiment comment fonctionnent les processus de changement? Face à cela j'avais décidé qu'avant d'attendre que les autres changent je devais voir si moi-même je savais le faire, qu'il fallait que j'étudie comment les processus de transformation intérieure sont possibles, je disais à l'époque transformation de mes chairs. Et donc j'ai pu voir que peu de gens font ce travail d'apprendre à changer en vérifiant les résultats sans concession.
La plupart des gens croient qu'il suffit de se persuader avec les idées, mais tout le travail d'infusion, de descente de ses intentions dans le corps pour qu'ils les réalisent vraiment demande un vrai engagement. J'ai pu voir que la plupart des gens ne font pas un tel travail, et même à Auroville je trouve qu'ils font plus des affaires qu'autre chose. Ils aménagent de belles guest houses pour recevoir un public occidental aisé qui leur rapporte de l'argent, font une forme de méditation très mondaine, mais peu parlent de ce travail de transformation tout en disant qu'on n'a pas besoin d'en parler pour le faire. Or, c'est tellement dur de le faire que je ne vois pas comment on pourrait le réaliser sans avoir à en parler. J'ai pu voir que ce qui les intéresse vraiment ils en parlent bien. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas m'installer à Auroville, car je sentais que mon engagement les aurait dérangés. Et je vois bien aujourd'hui, avec les ennuis qu'ils ont avec le gouvernement indien, qu'ils sont dans une logique de confrontation aux autres et non pas à soi-même. Or l'obstacle majeur au changement ce ne sont pas les autres mais soi-même. Je donnais l'exemple où les agriculteurs d'Auroville se plaignent du fait que les résidents réclament des frites car même leurs habitudes alimentaires ils ne savent pas les changer. C'est dire s'ils pourront changer des choses bien plus compliquées comme la capacité d'écoute.